un plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Patrimoine culturel, lancement du projet Repenser le musée national du Mali. Et comme titre, nous avons également l'urbanisation, incendie et effondrement de bâtiments, causes et prévention. Les détails dans un instant. Ravi de vous retrouver à nouveau, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, la cérémonie de lancement du projet Repenser le musée national du Mali sous le thème formation en conservation, médiation et valorisation du patrimoine culturel. Cette cérémonie qui s'est déroulée ce mardi 21 avril 2026 au musée national était présidée par Monsieur Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le point avec Lala Kouyaté et Abdoulaye Sorodogo. Cette innovation dans le domaine de la culture s'inscrit dans le cadre d'une coopération féconde entre le Mali et l'Espagne en vue de redonner un nouveau visage au musée national en particulier, mais aussi de développer la culture malienne en général. Ce projet est un projet qui va permettre au musée national du Mali de perfectionner son personnel. Le musée national va devenir plus beau, plus accueillant et aussi plus sécurisé. Parce que ce projet a plusieurs volets, et parmi lesquels nous avons l'exposition des catalogues, nous avons l'embellissement du musée et la formation. Donc c'est trois axes aujourd'hui importants et indispensables pour le développement de toute structure, notamment les structures muséales. Donc vraiment, je tiens à remercier M. le ministre qui a bien voulu accepter que ce projet soit, et aussi l'ambassade d'Espagne qui a bien voulu soutenir le musée national du Mali. Notre engagement se matérialise cette fois à travers notre programme de protection du patrimoine culturel. Programa de Patrimonio para el Desarrollo de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, l'ACID. Ce programme vise à contribuer au développement durable et à la lutte contre la pauvreté, en faisant du patrimoine culturel un moteur de progrès par les communautés. Il se concentre sur la valorisation et la gestion durable du patrimoine, le renforcement des institutions, le développement des capacités de gestion, la génération de revenus et la protection de l'identité culturelle et de la mémoire collective. Aujourd'hui, ce programme est en lien direct avec la stratégie culturelle et de développement de l'Espagne, qui vise à promouvoir les capacités culturelles comme facteur clé du développement humain durable. Ce premier projet avec l'Espagne dans le domaine culturel s'inscrit en droite ligne de la vision du Mali Koura, qui consiste à valoriser le patrimoine culturel. Quand on sait que l'année 2026 a été décrétée année de l'éducation et de la culture, dira le ministre des tutelles, ajoutant que cette relance du musée national impactera positivement le tourisme au Mali. C'est d'abord un lieu où est conservé des milliers d'objets patrimoniaux qui témoignent de la beauté, de l'histoire, de la grandeur de notre grand peuple. C'est un lieu à travers lequel l'histoire de notre nation est racontée et transmise. Mais aujourd'hui, nous devons reconnaître avec lucidité que notre musée a été éprouvé ces dernières années. Les différentes crises, la baisse de la fréquentation, les infrastructures qui vieillissent un peu, d'où la nécessité d'avoir une action structurée et durable pour le repenser, le façonner aux besoins, au service de sa population. C'est tout le sens de ce projet, repenser le musée, le rapprocher davantage des populations et en développant des actions d'éducation. Le musée est un lieu d'éducation par excellence. Et toute chose qui est en résonance avec le décret du président du Mali et sa vision de décréter toutes ces années culture, et cette année précisément l'année de l'éducation, et la culture prend tout son sens dans ce musée. Le département de la culture a enclenché depuis quelques mois un vaste programme
la revitalisation du musée national avec une ambition très claire, celui de faire de ce musée national du Mali un acte central de transmission, d'éducation et de rayonnement culturel de notre pays. Et toute chose qui trouve son fondement dans l'avènement du Mali Koura, parce que ça va valoriser l'identité nationale. Donc aujourd'hui, c'est le point de départ de ce grand programme qui commence avec ce projet en collaboration avec nos frères et amis de l'Espagne, qui je salue encore. Et sur ces notes d'espoir, je déclare lancer le projet Repenser le musée national du Mali. À noter que ce projet touchera plusieurs volets dans le cadre de la promotion de la culture. Avec l'urbanisation croissante et l'augmentation de la densité des populations, les risques associés aux incidents deviennent de plus en plus préoccupants. Les incendies peuvent non seulement causer des pertes humaines tragiques, mais également engendrer des dommages matériels considérables et des impacts environnementaux durables. De même, les effondrements de structures peuvent avoir des conséquences catastrophiques, mettant en danger la vie des occupants et des passants. Pour faire face à ces défis, il est essentiel d'adopter des stratégies de construction proactives et innovantes. C'est dans cette optique que nous avons tendu notre micro à M. Django Sissé, ingénieur et chercheur. Suivons son intervention. Les causes sont nombreuses, à savoir en matière des sinistres qui soient liés à l'incendie, à l'effondrement. Moi, je dirais que les causes sont dues au mauvais suivi des bâtiments, des travaux surtout. C'est-à-dire en matière de construction, il y a des normes à la matière qu'il faut respecter. Depuis le choix vraiment du bâtiment jusqu'à l'exécution, il y a un certain nombre d'éléments qui s'imposent maintenant aux constructeurs, à savoir le bureau d'études qui fait les études, l'architecte, l'entreprise et le suivi. Ils ont tous des obligations à respecter, mais il suffit qu'on saute sur une des étapes seulement, il faut s'attendre à tout. Donc dans une construction, obligatoirement, il faut penser dorénavant à responsabiliser les techniciens en matière de construction. Que l'État, au moment où on va donner l'autorisation de construire une maison à un usager quelconque, il faut un contrat de suivi avec la personne, soit par une entreprise ou un bureau d'études qui va être responsable des travaux. Donc si au moment de la délibération de l'autorisation de construire, il y a un contrat de suivi signé avec une entreprise ou un bureau d'études, en ce moment, là, s'il y a un problème, ceux-ci seront les premiers à répondre. Mais si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, vraiment on n'a pas le choix, c'est des choses comme ça qui arrivent. Et tout simplement parce qu'il y a des étapes qui ont été brûlées, soit il n'y a pas eu d'études, ou bien ça a été très mal exécuté. Donc c'est ce qu'on peut dire en matière d'effondrement ou bien d'incendie. L'incendie, qui n'est pas souvent lié aux techniques de construction du bâtiment, mais souvent ça peut être dit aux usagers avec les habitudes de faire des thés, d'utiliser les feux dans les endroits moins appropriés, ou encore les installations anarchiques des bâtiments, et encore beaucoup d'autres paramètres techniques qui sont liées au bâtiment peuvent être à l'origine des incendies. Et c'est là, on verra toujours qu'il n'y a pas dans le bâtiment public ou bien partout où on a un ouvrage qui reçoit du monde, il faut prévoir les deux éléments d'incendie, c'est-à-dire les détecteurs d'incendie, comment on appelle le second élément, ça ce sont les extincteurs et aussi les bouches d'incendie. Depuis la construction, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire de l'ouvrage, doit passer d'abord par les spécialistes, à commencer par l'architecte d'abord qui doit faire un plan conséquent à la matière, et après l'architecte maintenant, donc si le plan est approuvé, il doit passer par un bureau d'études qui doit faire les notes de calcul et dicter à peu près les règles à suivre pour les ouvrages, surtout porteurs.
les semelles, les poteaux, les poutres, les longrines, partout où il y a des charges. Donc ça doit être dimensionné conformément aux normes et exécuté aussi conformément aux normes. Donc après ça, maintenant, il faut donner à une entreprise agréée par l'État qui a les moyens matériels et humains pour faire le travail avec une certaine quantité, une certaine expérience. Et ne pas se limiter à là, il faut toujours mettre à côté quelqu'un aussi qui va les suivre, qu'on appelle le bureau de suivi, pour que vraiment il respecte tout ce qui a été dit par l'architecte et le bureau d'études. Actualité autrement, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation pour un islam de paix et de cohésion sociale en terre ivoirienne, la ville de Ndouci a accueilli le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara et sa délégation pour une soirée de prêche. La correspondance de Djakarija Dambélé avec la voix de Fatmata Yayakane. Poursuivant sa tournée de sensibilisation pour un islam de paix, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, présent en terre ivoirienne avec sa délégation, a animé une soirée de prêche en Ndouci qui a mobilisé une foule nombreuse composée de militants et sympathisants Ansar. Reconnaissant les efforts de la Sainte Famille chérifienne, les Ansar n'ont pas manqué d'afficher les sentiments d'affection quant à l'accueil du prince héritier de la famille chérifienne. Notre reconnaissance totale au guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, ainsi que toute sa famille. Je vous remercie au nom d'Allah. Très cher beau public, honorables distingués invités, recevez tous mes salutations fraternelles. Que la paix d'Allah soit avec vous. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier infiniment nos invités, tous ces traits émanants qui se sont joints à nous ce soir, afin que l'on puisse célébrer ensemble cet accueil chaleureux du prince des croyants, le miroir de l'islam et l'étoile polaire, son éminence à Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara. Je vous remercie infiniment au nom de toutes les femmes de l'association Ansardine et au nom de toutes les femmes de Ndouci, sans distinction d'ethnie ni de religion. Grâce à vos enseignements, la femme, la valeur de la femme est reconnue en Afrique. La cérémonie a enregistré la présence des notables de la localité qui ont tous souhaité la bienvenue à Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara et sollicité ses bénédictions pour la ville d'Ndouci, notamment la promotion des jeunes. On souhaite qu'ils n'ont qu'à s'approcher à l'Amsardine. Amsardine, c'est une ONG vraiment qui fait éduquer beaucoup les enfants. On veut la jeunesse pour s'approcher à Amsardine pour que l'islam sera persévéré en Ndouci. Vraiment, ça, c'est nos souhaits. Et ça, la joie est très commune. On a vraiment été très contents. Quand tu vois les circonstances que la pluie même vient et puis tout le monde est resté pour attendre. Et le fils de guide est venu, il est en train de prêcher normalement en bas de la pluie. Vraiment, c'est vraiment saluable. Il me plaît aussi de saluer ici présents tous les guides religieux. Voilà les guides religieux qui donc ont bien voulu marquer leur présence en cette cérémonie. Voilà le curé de la paroisse Saint-Étienne de la Syrie, le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci et avec bien sûr l'imam principal de la mosquée, la grande mosquée de Ndouci. C'est un honneur pour nous d'avoir été désigné par la première autorité, la circonflexe, pour donc être là la représenter. Elle aurait bien voulu être là en cette soirée pour marquer donc son adhésion à cette cérémonie. Mais vous n'êtes pas sans savoir, elle est affectée dans ce temps. Elle est en train de préparer donc son départ de Ndouci. Donc voilà la raison pour laquelle elle a voulu que je sois là. Je voulais donc dire merci et souhaiter bonne prière à tous ceux qui sont là ce soir. Selon le porte-parole des églises, la présence de Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara est le plus grand bonheur pour cette communauté, tout en saluant l'engagement du fils du guide spirituel des Ansar. C'est une bénédiction pour la terre de Ndouci, c'est une bénédiction pour tous les croyants. Nous avons un seul Dieu et nous sommes là pour le louer. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande journée qui s'annonce. Cheikh, bonne arrivée à Ndouci. Merci pour toutes les grâces que le Seigneur, Allah, va déverser sur nous par vous. Et que votre présence ici à Ndouci
soit pour toutes les confessions religieuses un signe de cohésion, d'unité, d'entente. Les fils du président de la fêtière islamique du Mali a rappelé lors de la soirée le bien fondé de l'islam et a invité à la bonne pratique avant de clôturer par la prestation des 6 sermons d'allégeance à l'islam par des milliers de personnes. Nikira Muhammad yembla bara nyumami nambake alaka naudeme alaka dafalu noya alaka naudabaka ka ngajrumu yafa alako kaka alaya kama ni alaka horomai sonda Muhammad wa aisha. Toujours en terre ivoirienne, Chérif Ahmed Tidjane Aïdara est arrivé cette fois à Adzopé, dans la fédération de la Mé, où il a été accueilli chaleureusement par les Ansar. Après l'accueil, il a animé une nuit de prêche. Les détails dans ce commentaire de Abdul Karim Sako. Les habitants de la fédération de la Mé en Côte d'Ivoire se sont fortement mobilisés pour recevoir le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidjane Aïdara. C'est sous une pluie battante que la délégation du fils du guide spirituel des Ansar a été accueillie dans la joie par les Ansar et sympathisants. Une cérémonie d'accueil a été organisée en son honneur et toute sa délégation en guise de bienvenue dans la fédération de la Mé à Adzopé. La nuit venue, Chérif Ahmed Tidjane Aïdara a tenu en haleine l'assistance au cours d'un prêche qu'il a animé. Il a notamment mis en exergue l'importance de la cohabitation sociale dans la société entre concitoyens. Les fidèles présents à cette soirée de prêche ont fort apprécié la thématique abordée et développée par Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, car grâce à ces explications, leurs connaissances ont été améliorées et leur foi renforcée. À chaque fois qu'on assiste les prêches, on apprend de plus. C'est pour cette raison que nous sommes là ce soir pour vous assister. Et le choix d'être musulman, ça dépend de toi-même. On n'oblige jamais quelqu'un à devenir musulman. Parce que s'il y a l'obligation dedans, il ne pourra pas adorer son Dieu. Mais si c'est avec sa volonté, il va adorer Dieu et Dieu va lui accompagner dans ce qu'il est en train de faire en islam. Dieu a demandé à Takillaha, Yaja'allahu makhraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Donc ça fait partie de ce qu'il fait. Voilà, on prie Dieu pour que vraiment il a la force, pour que Dieu lui donne longue vie, pour que vraiment puisse faire ce qu'il est en train de faire, pour nous donner la connaissance. Le prêche n'a pas pu lieu. Cette journée aujourd'hui, à 14h, il est en train de prêcher ici, avec du monde en face. Vraiment, les gens sont sortis un peu de partout pour assister à ces prêches-là. Avoir un monsieur comme celui-là, un imam comme Ahmed Tidjane Aïdara chez soi, pour parler la parole de Dieu ou faire les prières, vraiment, c'est un faveur que Dieu nous a fait. Donc nous souhaitons le recevoir chez nous à tout moment. Cette année, l'année prochaine, donc j'appelle la communauté musulmane de se mobiliser derrière ce grand monsieur afin qu'il puisse amener la jeunesse musulmane africaine très loin et éveiller les consciences afin de quitter l'islam dans l'égoïsme et comme on appelle et le système terroriste en islam qui est banni par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar n'ont pas manqué de rendre hommage à Sidi Chérif Ousmane Madane Aïdara, guide spirituel des Ansar et grâce à qui la grande famille Ansar a vu le jour. Le prêche a pris fin par la prestation des 6 serments de la Bayatul Islamiyya. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Fomba. Un Iranien reconnu coupable d'espionnage pour le compte du Mossad, l'agence de renseignement du régime israélien, a été exécuté après que sa peine de mort a été confirmée par la Cour suprême d'Iran. Mahdi Farid, accusé d'avoir fourni des informations nationales sensibles à l'agence d'espionnage du régime israélien, a été pendu après la fin des procédures judiciaires et la confirmation du verdict final par la Cour suprême iranienne. Farid avait dirigé la section de gestion du comité de défense civile d'une organisation sensible en Iran. Il avait établi un contact avec le Mossad par le biais de cyberespace et avait rapidement été approuvé par un officier du Mossad en raison de son niveau d'accès
Au cours de l'enquête, le prévenu a décrit en détail les différentes étapes de ses échanges avec le Mossad. Il a également reconnu devant le tribunal avoir eu connaissance dès le départ de l'identité de ses interlocuteurs. Dans ces échanges, l'agent du Mossad a clairement exposé ses demandes d'informations auprès de l'organisation, informations que Farid a accepté de fournir. D'après les aveux de Farid, les informations qu'il a tenté de transférer comprenaient des détails d'accès à l'organisation, des organigrammes, des plans internes du bâtiment, des conditions de sécurité, des détails sur les installations liées à la défense et des données d'identité du personnel stocké dans les systèmes d'autonomisation de l'organisation. Farid avait également reçu diverses sommes en devises étrangères par différents canaux en paiement de ses activités pendant la période de coopération avec le régime israélien. Selon les informations obtenues par un journaliste de Tasnim, malgré toutes les rumeurs diffusées par les médias et les responsables américains, l'équipe de négociation iranienne a informé la partie américaine, par l'intermédiaire d'un médiateur pakistanais, qu'elle ne se rendrait pas à Islamabad au Pakistan mercredi pour diverses raisons et qu'il n'y a actuellement aucune perspective de participation aux négociations. Des sources bien informées estiment que l'absence des négociateurs iraniens au Pakistan s'explique par le fait qu'après l'entrée en médiation du Pakistan et la demande de cessez-le-feu formulée par la partie américaine, l'Iran a accepté ce cessez-le-feu et les négociations qui ont suivi dans le but de mettre fin à la guerre sur la base du cadre en 10 points qu'il avait présenté et qui a été accepté par les États-Unis. Le Pakistan a également annoncé explicitement l'acceptation de cet accord cadre par les Américains. Mais dans les jours qui ont suivi, la partie américaine a commencé à violer ses engagements. La partie américaine, en violation flagrante de ses engagements, a refusé d'imposer un cessez-le-feu aux Israéliens au Liban, ce qui a créé de sérieux obstacles aux négociations pendant plusieurs jours. De plus, dès le premier cycle de négociations à Islamabad, les Américains ont formulé de nombreuses exigences excessives qui constituaient en réalité des violations des cadres initiaux des pourparlers, et ce problème a complètement conduit à une impasse lors du premier cycle de négociations. Donald Trump a annoncé mardi dans un message publié sur les réseaux sociaux qu'il prolongeait indéfiniment le cessez-le-feu avec l'Iran à la demande du Pakistan qui joue le rôle de médiateur dans les pourparlers jusqu'à ce que les résultats des négociations soient connus. Les informations recueillies par l'agence de presse iranienne Tasnim auprès de diverses sources indiquent que l'Iran n'avait pas demandé la prolongation du cessez-le-feu et l'annonce par Trump d'une prolongation indéfinie du cessez-le-feu pourrait avoir plusieurs significations. La première signification est que Trump a perdu la guerre. Il avait testé et mis en œuvre tous les scénarios possibles pendant cette guerre. Deuxième signification, bien que la guerre n'ait apporté aucun avantage aux États-Unis, Trump est prêt à tout prix, y compris à tromper par tous les moyens possibles, notamment en prolongeant le cessez-le-feu. Il pourrait prétendre le prolonger, mais alors, cette même administration américaine ou son allié régional Israël pourrait perpétrer des actes terroristes. Troisième signification, une autre possibilité est que les États-Unis se retirent de la guerre et qu'Israël reste dans cette guerre sous prétexte de violation du cessez-le-feu au Liban. Cependant, les Américains ont déjà été avertis que les États-Unis ne peuvent pas se retirer unilatéralement de la guerre et maintenir Israël dans le conflit. Quatrième signification, un blocus naval continu signifie la poursuite des hostilités. L'Iran n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz, au moins aussi longtemps que le blocus naval restera en place, et brisera le blocus par la force si nécessaire. Cinquième signification, les États-Unis cherchent à maintenir la menace de guerre sur l'Iran et à paralyser l'économie et la politique iranienne. Les États-Unis estiment que la situation en Iran est identique à celle qui prévalait après la guerre des 12 jours. Or, une différence fondamentale subsiste, notamment le contrôle exercé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Si l'Amérique souhaite maintenir la menace d'une guerre, elle doit savoir que le détroit d'Ormuz restera totalement fermé. L'OTAN ne se soucie pas du peuple ukrainien et cherche seulement à utiliser l'Ukraine comme un outil, a déclaré Orkun Göktürk, correspondant de la chaîne de télévision turque Ulusal Canal. En tant que journaliste turc, je peux affirmer que notre pays est malheureusement devenu membre de l'OTAN il y a 70 ans. Or, l'OTAN nous a appris qu'elle se désintéresse de nous et instrumentalise notre pays. Je peux donc dire au peuple ukrainien, l'OTAN ne se soucie pas de vous, elle ne se préoccupe que d'elle-même, notamment face à l'agression des États-Unis et de l'Union européenne. L'OTAN ne fait que défendre les intérêts des États-Unis à travers le monde, a-t-il souligné lors d'une visite de presse en République populaire de Donetsk.
Gouvernement turc s'est rendu en République populaire démocratique de Donetsk dans le cadre d'un voyage de presse organisé par l'équipe de l'écrivain et militaire russe Zakhar Prilepin. L'OTAN est vouée au déclin et les tentatives d'étendre son influence à la région Asie-Pacifique ne sauveront pas l'Alliance, a déclaré de son côté Lu Xiao, doyen de l'Institut d'études américaines et est-asiatiques de l'Université de Liaoning, cité par le journal Global Times. Selon Lu Xiao, l'OTAN est un produit de la guerre froide, dont la raison d'être a disparu avec la dissolution du pacte de Varsovie et la désintégration de l'Union soviétique. L'expert a rappelé que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont creusé un fossé sans précédent au sein du bloc militaire. Cela a incité l'Alliance à promouvoir l'Asie-Pacifique, cherchant à s'aligner sur la nouvelle stratégie indo-pacifique de Washington afin d'apaiser les tensions transatlantiques et de prolonger sa propre influence. Mais en réalité, il est peu probable que cela fonctionne, a souligné Lu Xiao. Il fait remarquer que l'OTAN s'est constituée en alliance militaire défensive entre pays européens et nord-américains et que sa transformation en instrument de domination mondiale des États-Unis va à l'encontre des intérêts européens, compromet l'ordre international d'après-guerre centré sur l'ONU et viole des principes moraux et juridiques universellement reconnus. Selon cet expert, Washington utilise ce bloc pour maintenir son emprise sur l'Union européenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.